Il y a environ 2 semaines, je vous ai présenté un autre What's in the Box dans lequel je vous parlais de 25 nouveaux jeux qui rejoignaient ma ludothèque. Eh bien, aujourd'hui, c'est le temps de mettre cette liste à jour parce que j'en ai 20 nouveaux qui s'ajoutent à la liste. Au secours! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous présente pratiquement tous les nouveaux jeux que j'ai reçus dans les 2 dernières semaines, que ce soit des jeux que j'ai décidé d'acheter, des jeux qui nous ont été envoyés par des distributeurs, par des éditeurs, par des auteurs, par notre boutique partenaire L'Imaginaire, bref, tous les jeux que j'ai reçus dans les dernières semaines. Et vous pouvez être certain que parmi ces jeux, il y en a que j'ai déjà essayé, il y en a que je connais bien, il y en a pour lesquels j'ai déjà lu les règles, et il y en a sur lesquels je ne connais presque rien parce que soit je les ai reçus récemment, soit parce qu'ils m'ont été envoyés par un distributeur sans que j'ai eu l'occasion de m'informer avant, sans que j'ai eu l'occasion de lire les règles. Alors aujourd'hui, mon défi, ce sera de vous présenter chacun de ces environ 20 jeux différents et de vous donner les informations que j'ai en date d'aujourd'hui sur ceux-ci. Alors non, cette vidéo ne va pas nécessairement vous apprendre à jouer à tous ces jeux, mais seulement va vous permettre d'avoir un peu mes impressions sur ce que je connais de ces jeux. Et en même temps, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui rentre ici dans nos studios, aussi appelé mon salon. Bon, ok. Alors, comment je vous structure la présentation d'aujourd'hui? Eh bien, je commence par les plus petites boîtes et on va progresser comme ça dans la vidéo jusqu'aux plus grosses boîtes. Alors, restez jusqu'à la fin. Et sachez également que vous pouvez nous soutenir grâce à notre plateforme Patreon, notre plateforme de sociofinancement qui nous permet de continuer de produire des contenus, des vidéos comme celui-ci. Alors, si ça vous plaît cette idée, si ça vous tente, si vous avez le goût de nous soutenir de la sorte, eh bien je vais faire apparaître le lien à l'écran. Sinon, vous allez pouvoir le retrouver dans la description. Toutes sortes d'avantages que nos contributeurs peuvent obtenir et c'est vous qui décidez la contribution que vous désirez nous remettre. Ceci étant dit, laissez-moi un pouce vers le haut, tout de suite là, le petit pouce en bas là, on appuie dessus, il vient d'apparaître bleu, merveilleux, on peut commencer la présentation. Je suis un fan de jeux d'enquête, de jeux d'énigmes, de jeux de déduction où on doit se creuser la tête, essayer de découvrir ce qui s'est passé. Et la série Crime Zoom m'avait vraiment accroché, du moins par son pitch, par son principe. Et récemment, eh bien, la version française est arrivée ici au Québec. J'ai mis la main sur les 4 scénarios qui ont été traduits dans la première vague. Alors, on en a 4 différents et je dirais qu'on est dans des thématiques, dans des contextes, dans des univers entre guillemets différents, bien que on reste dans des univers qui sont plausibles, qu'on pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours. Mais une grande différence qu'on va retrouver sur l'une de ces boîtes, c'est qu'on a 3 scénarios qui sont 14 ans et plus, et un qui est 16 ans et plus, que je n'ai pas fait, il est encore dans le plastique. Je n'ai pas fait non plus celui-ci, mais j'ai fait tout de même ces 2 enquêtes-là. Donc, Oiseau de malheur et sa dernière carte. Donc, le principe est plutôt simple et il n'y a pratiquement pas de règles. En fait, lorsque vous allez plonger dans Crime Zoom, le jeu est excessivement simple. On va vous indiquer une scène de départ à mettre en place qui va être composée d'une douzaine de cartes que vous allez disposer les unes à côté des autres et ça va former votre scène de crime ou du moins un endroit avec lequel vous pourrez interagir. Et vous allez tout simplement choisir l'une des cartes qui est visible que vous voulez investiguer. Et vous allez la retourner. Vous allez voir maintenant la même parcelle de la scène
mais vous allez pouvoir l'analyser ou y porter une attention particulière, et ceci devrait vous donner de nouvelles informations et va peut-être vous permettre d'aller piocher des cartes supplémentaires dans le paquet qui reste de côté. Il va rester quand même plusieurs dizaines de cartes dans ce paquet qui pourraient vous donner des pistes différentes, vous envoyer vers de nouveaux lieux ou interagir avec différentes personnes, récupérer des objets. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans Crime Zoom, c'est que d'une boîte à l'autre, parfois on va avoir des éléments différents à comparer. Par exemple, des empreintes digitales ou des timbres de voix, des empreintes. Alors ça, c'est intéressant. J'en ai fait 2. Je dois dire que j'ai été un peu déçu par ces 2-là. Mais bon, ça reste une belle expérience solo qui dure pas si longtemps, 60 minutes. Il y a beaucoup de choses et d'éléments à prendre en considération. J'ai pas fait les 2 autres. Peut-être qu'on les fera tirer sur la chaîne, qui sait. En fait, moi je le sais, alors je vous le confirme, on va les faire tirer, alors continuez de nous suivre. Récemment également, je vous ai partagé mon top 5 des jeux les plus attendus pour 2022, les sorties en boutique. Et dans ce top se retrouvait une toute petite boîte qui s'appelle Pocket Master Builder. Alors j'ai reçu tout droit envoyé de l'autre bout de la planète une boîte de jeux dans sa version anglaise, qui n'est disponible nulle part ailleurs sur la planète, à moins de passer directement par l'éditeur pour le moment. Alors la distribution est prévue en Amérique du Nord pour le mois d'avril, aucune idée pour le reste du monde. Et Pocket Master Builder est un jeu pour 1 ou 2 joueurs. J'y ai joué en solo et j'ai tellement hâte d'y jouer à 2 joueurs. C'est un jeu où on va avoir du placement d'ouvriers, la gestion de ressources, mais dans un mécanisme tellement rafraîchissant. En fait, on va en cours de partie jouer des cartes. Chacun de notre début de tour, on va avoir des cartes bâtiments dans les mains et on doit en ajouter une sur une grille de 4 par 7. Et ces cartes peuvent être utilisées pour différentes choses, mais ultimement, ça va représenter des bâtiments qu'on pourrait construire en cours de partie. Ces bâtiments-là vont nous donner des points, mais vont également nous donner des avantages immédiats ou des bonus qu'on va pouvoir réutiliser pendant la partie. Mais en plus, car ce n'est pas tout, ces cartes, lorsqu'on les juxtapose avec des arêtes qui correspondent, vont former des emplacements pour placer nos ouvriers. Et c'est cette façon de faire qui va nous permettre de générer des ressources. Donc, si on a une arête rouge et une arête mauve qui sont juxtaposées, eh bien, la couleur ne concorde pas. Pas de problème, je peux quand même y placer un ouvrier. Toutefois, lorsque viendra le temps pour moi de retirer cet ouvrier pour utiliser les ressources, je devrai choisir est-ce que je génère les ressources qui sont sur l'arête mauve ou sur l'arête rouge. Alors que si les 2 arêtes sont de la même couleur, lorsque je vais retirer mon ouvrier, eh bien, je vais générer toutes ces ressources d'un seul coup. On va pouvoir défausser les cartes également pour générer des ressources supplémentaires. Il y a des petites pistes également à gérer, des bâtiments qui vont donner des points en fin de partie. Bref, vraiment un principe rafraîchissant, ce principe-là de bâtir, de construire nos emplacements d'ouvriers en cours de partie, un peu à la Keylus, mais complètement différent. Le mode solo est tout un défi. D'ailleurs, je vous ai, hier, je crois, ou dans les derniers jours, proposé une vidéo du mode en solitaire, une session de jeu en solitaire. Vous irez y jeter un coup d'œil. Oh! Puis on a reçu une 2e boîte! Alors, à ma connaissance, ce sont les 2 seules boîtes en Amérique du Nord. Une que je vais garder, c'est certain. Et l'autre qui est encore dans son papier d'emballage. Peut-être que l'un d'entre vous pourrait repartir avec. Alors, continuez de nous suivre, allez nous encourager sur Patreon, courez la chance de gagner l'un de ces jeux très très rares. On continue dans le petit format et le prochain jeu que j'ai reçu est dans un format un peu spécial puisque je n'ai pas de boîte de jeu à vous présenter. En fait, c'est un jeu qui se retrouvera sur Kickstarter dans les prochaines semaines au début du mois d'avril et j'ai reçu le prototype. Et parfois, lorsque on a une chaîne YouTube et qu'on reçoit des prototypes,
Eh bien, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais les jeux ne viennent pas toujours dans une belle boîte de présentation. Et c'est le cas pour Bonnie and Clyde, Love and Death, le prochain jeu de Yeast Games, qui m'a envoyé donc un prototype de ce jeu qui est principalement un jeu en solo, mais qui, je crois, peut se jouer également à 2 joueurs, dans lequel on va incarner les renégats connus, en tout cas ici en Amérique du Nord. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, amis européens. Je crois que oui. Je pense que Bonnie and Clyde doivent être connus de façon internationale. Bref, alors, j'ai pas lu encore les règles, mais un jeu solo d'une compagnie éco-responsable, avec vraiment là, un matériel 100% fabriqué de façon artisanale. Si ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemble, un éditeur qui décide de lui-même créer son matériel de jeu et utiliser des compagnies qui sont à moins de 50 km de la zone de production. C'est impressionnant de voir tout le travail qui a été mis dans ce projet, tout le temps. Alors, si ça vous intéresse, vous irez jeter un coup d'œil à la compagnie, à la page Facebook de la compagnie Yeast Game. Je vais essayer de mettre le lien dans la description de la vidéo. Sinon, vous pourrez trouver ça par vous-même sur Facebook. Et je devrais vous faire une présentation justement pour le lancement du Kickstarter. Parlant de jeux à 2 joueurs, je vous parle, en fait, solo ou à 2 joueurs, je vous parle de Objection, qui est enfin la version française de Lawyer Up. Alors, dans Objection, on va avoir 2 joueurs, l'un qui va incarner la défense, dans le contexte d'un tribunal, évidemment, je pense que vous l'avez deviné à ce point-ci, et l'autre joueur qui va incarner le procureur, par exemple. Alors, un jeu avec une profondeur insoupçonnée, je dirais. On a des scénarios quand même avec des trames, mais en cours de partie, on va pouvoir vraiment sélectionner nos cartes pour aller justement répondre ou réagir aux interrogatoires, aux questions, aux preuves qui sont apportées par l'autre côté. C'est vraiment un jeu d'affrontement hyper thématique, en fait, qui a le potentiel de l'être, mais on peut aussi, si on le désire, juste regarder les icônes, faire des combos avec ça, augmenter la valeur sur les petites pistes, faire comme si c'était un jeu abstrait, mais avec la thématique, avec le texte, avec les images, c'est facile de plonger dans notre personnage, dans l'histoire, d'imaginer tout le contexte du tribunal et de se lever debout pour crier « Objection, votre honneur !» Au cours des dernières semaines, j'ai également fait l'acquisition de 2 jeux pour moi, mais aussi pour mes enfants. L'un d'entre eux est Recto Verso, qui est une boîte qui se met dans les 2 sens, sauf que moi j'aime bien quand l'arrière de la boîte est aligné avec le dessus. Alors pour moi, aujourd'hui, c'est ce côté-là qui est sur le dessus. Mais bon, alors ici on a un jeu pour 2 à 6 joueurs. Je vais être honnête, j'y ai seulement joué à 2 et c'est excellent. J'y ai jamais joué à 6. Je pense y avoir non plus jamais joué à 4. Si ma mémoire est bonne, parce qu'ici on a une réédition, une refonte d'un jeu qui existait sous le nom de La Boca, que j'avais joué pour la dernière fois, je crois en 2015. J'avais bien aimé ce principe et la réédition chez nos amis Super Meeple m'a ravi. J'ai sauté dessus dès qu'elle a été disponible ici. Et j'y joue avec ma fille de 6 ans et demi. Elle comprend bien le principe. Donc, en fait, le principe est simple. On a différents modes de jeu. OK? Moi, j'ai seulement joué au mode coopératif. C'est-à-dire qu'on va avoir des cubes de différentes formes. Un peu à la Tetris, si on veut, en 3 dimensions. On va avoir la boîte qui va devenir un plateau de jeu. Et plateau de jeu qui va être commun pour tous les joueurs. On va piocher une carte, on a des difficultés faciles et difficiles, et on va la mettre entre les 2 joueurs, de façon à ce que moi, je vois un côté de la carte, et mon partenaire de jeu voit l'autre côté de la carte. Et cette carte représente
ce que visuellement, selon mon emplacement, je devrais voir en fin de partie avec la juxtaposition et l'emplacement des différents cubes de différentes formes, mais aussi de différentes couleurs, dans une vision en 2 dimensions. Donc, si je me place devant la structure qu'on va construire dans les premiers instants, voici ce que je devrais voir. Et mon partenaire voit évidemment quelque chose de différent. Mais on doit trouver une façon de placer nos cubes de façon à ce que nos 2 visions concordent. Et c'est toujours possible. Bien évidemment, les cartes difficiles vont nous amener à nous creuser la tête parce qu'on va avoir différents niveaux de profondeur, mais aussi différents niveaux de hauteur. Parfois, on va être obligé de cacher une section d'un cube derrière un autre, mais là, ça ne fonctionnera pas parce qu'on doit communiquer avec l'autre. Je dois dire, non, si tu places le cube rouge dans cette position-là, je ne le vois pas au complet, puis je dois le voir au complet couché, mais en dessous du jaune. C'est vraiment, vraiment intéressant. On peut jouer avec un chronomètre aussi. Alors, super intéressant avec des amis. Même entre adultes, ça peut être drôle de voir qui est capable de bien communiquer ou non. L'autre jeu auquel je me suis adonné avec mes enfants, c'est la chasse aux chaussettes. Ben non, je ne l'avais pas encore celui-là, et ça faisait quand même un petit moment que j'en entendais parler. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Sur la boîte, on dit partie de 15 minutes. Je dirais que ça dépend. Ça dépend. C'est possible d'avoir une partie de 15 minutes, mais c'est possible d'avoir des parties de 30 minutes aussi. Alors, il faut le savoir, avec vos enfants, les parties, ça peut être long un peu. Et plus on est de joueurs, plus ça peut être long aussi. Quoique. Alors, c'est un jeu de mémoire, mais vous savez, quand on était plus jeune, on avait des jeux de mémoire, justement, où on mettait des tuiles ou des cartes qui représentaient des animaux, des activités, ou des visages, ou n'importe quoi, et on devait trouver les 2 éléments identiques. Bon. On est dans un contexte semblable, c'est-à-dire qu'on va avoir des tuiles de différentes couleurs qui vont être placées face cachée sur un plateau, et on va avoir notre pion. À notre tour, on va devoir principalement bouger notre pion et aller retourner une tuile. Si elle est de notre couleur et qu'on ne l'avait pas précédemment retrouvée, on peut aller piocher des chaussettes dans un sac. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des paires de chaussettes, parce qu'on a, du moins à ce moment-ci de la partie, en début de partie, on a 5 couleurs de chaussettes différentes. Évidemment, vous savez comme moi que lorsqu'on perd des chaussettes, on retrouve toujours une chaussette toute seule et on ne retrouve jamais sa jumelle. Alors, on doit piocher dans le sac des chaussettes et on essaie de former des paires. Lorsqu'on forme une paire, on la place sur notre petit elfe et dès qu'on a 3 paires complètes, on gagne la partie. Par contre, ajoutez à ça 4 monstres qui vont circuler sur le plateau, qui vont pouvoir vous donner des informations sur la couleur des tuiles qui se retrouvent à leur proximité ou que vous allez pouvoir envoyer sur d'autres joueurs pour dévorer leurs chaussettes et les envoyer dans leur refuge ou en dessous de votre lit, bien évidemment. Alors, un jeu qui nous force à nous creuser la tête parce qu'à certains moments, les tuiles vont être dévoilées et là, ok, je dois me souvenir que ça, c'est ma couleur. Je dois aller me rendre là. Mais, ajoutez à ça un aspect legacy, c'est-à-dire qu'en cours de campagne, si on veut, au cours de vos différentes parties, à certains moments, vous devrez ouvrir des sections de la boîte pour débloquer du matériel supplémentaire pour complexifier un peu votre expérience. Alors, ça fait fureur avec mes enfants jusqu'à présent. Déjà 21 minutes et on a à peine terminé de parler des jeux les plus simples. Ok, on continue avec Boon Lake. Alors, Boon Lake, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne dans un format vidéo d'apprendre à jouer en 5 minutes où on fait un survol des différents mécanismes de jeu. Une vidéo qui vous donne vraiment les informations pertinentes et concrètes sur le jeu. Cette vidéo va vraiment vous donner un aperçu de si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser ou non. Vous irez y jeter un coup d'œil. Si ça vous intéresse, je la ferai apparaître à quelque part à l'écran si j'y pense. Alors, dernier titre d'Alexander Pfister. Pour moi, ça veut dire achat immédiat. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties plutôt longues, 30 à 40 minutes par joueur, il faut le savoir.
beaucoup de mécanismes différents. On va bouger un petit bateau sur une piste pour aller récupérer des bonus, pour pour activer plutôt des étapes de scoring où on va pouvoir marquer des points selon différents éléments. On va pouvoir jouer des cartes pour bâtir des bâtiments. On va devoir gérer nos ressources, mais ici, nos ressources ne sont principalement pas des jetons qu'on va accumuler, mais bien des ressources fictives qu'on va devoir prouver être aptes à produire. Alors pour ça, ça va nous demander parfois de nous creuser la tête. On va pouvoir également, il y a du placement de tuiles, il y a du placement d'ouvriers, il y a des bonus qu'on peut récupérer en construisant des leviers, des technologies, beaucoup de choses, de stratégies différentes également qu'on peut emprunter d'une partie à l'autre. J'ai fait une partie jusqu'à présent et ça a un bon goût de revenez-y. Là. J'ai pas joué encore en solo, mais j'ai vraiment hâte de le faire. Je crois que Martin Lafrenière de la zone jeux de société a commencé, du moins au moment de filmer ceci, à publier ses sessions de jeu en solo de Boon Lake. Alors si ça vous intéresse, ben vous irez jeter un coup d'œil sur la chaîne de la zone jeux de société. Je vais la voir. À travers mes années de fréquentation avec les jeux de société, mes goûts ont évolué. Et on passe à travers différentes phases. Parfois, on découvre un nouveau mécanisme de jeu qu'on aime énormément, et là, on se renseigne sur ça, et là, on fait l'acquisition de plein de jeux qui ont ce mécanisme. Parfois, c'est un concept, parfois, c'est une thématique. Et je dois dire que les jeux d'affrontement ou les jeux qui sont clairement, là, qui s'assument comme étant des jeux où tu dois confronter les autres, j'en ai pas des tonnes et des tonnes. Mais je vais pouvoir ajouter à cette liste Nanty Narking. Alors, Nanty Narking est un jeu tranche-gorge. Un jeu de contrôle de territoire, gestion de cartes aussi, de sélection d'actions, où vous serez constamment en train d'interagir avec les autres, en train d'assassiner les ouvriers des autres, en train de manigancer contre eux, C'est vraiment un jeu qui s'assume comme étant un jeu de... Je vais mettre des guillemets et je vais le dire pas trop fort, mais un jeu de coups de pute. Alors vraiment un jeu d'affrontement qui s'assume. Vous allez également, en début de partie, recevoir un personnage qui va vous donner vos conditions de victoire de fin de partie. Et ce personnage va être secret. Et il en existe tout plein. Et les conditions de victoire sont variées. Il y en a de toutes sortes. Alors, c'est vraiment impressionnant, du moins de ce que j'en sais, parce que j'ai pas encore joué, mais ça a une prémisse vraiment intéressante de dire on a toutes les mêmes règles qui s'appliquent à nous pour ce qui se passe sur le plateau, sur le déploiement des ouvriers, des bâtiments, la résolution de nos actions, mais on a tous des conditions de victoire différentes. Et ça, c'est secret. On ne le sait pas en cours de partie. Quelles sont les conditions de victoire des autres. Ce qui est différent tout de même, avouons-le, des autres jeux asymétriques comme Root, qui n'a pas nécessairement des conditions de victoire différentes, mais bon, la plupart des jeux qui ont des conditions de victoire différentes, on les connaît et on peut voir un peu, qu'est-ce que je peux faire pour empêcher l'autre de gagner. Ici, on doit vraiment observer ce que les autres font pour essayer de déduire quel est leur personnage et quelles sont leurs façons de gagner. On a un aide-mémoire qui, après y avoir jeté un coup d'œil, est probablement le meilleur aide-mémoire que j'ai vu de toute ma vie. J'ai même lu une critique récemment qui disait « Oui, vous pouvez lire les règles, mais l'aide-mémoire remplace pratiquement le livret de règles, avec justement des rappels sur les différents rôles qu'on peut incarner, les conditions de victoire différentes, mais aussi sur les différentes actions. » Bref, vraiment hâte de jeter un coup d'œil à ça de plus près. Et si je ne me trompe pas, c'est un jeu, oui, pour 2 à 4 joueurs. Ici, on a la version française, vous devez le savoir, de nos amis chez Phalanx Games. Et on a tout plein de standees.
à l'intérieur pour les différents ouvriers, les différents bâtiments. Et la compagnie a décidé de améliorer un peu les composantes avec cette extension ou cette boîte de luxe qui contient 91 figurines qui sont assez, je dois dire, détaillées et massives aussi. C'est pas des petites figurines cheap de plastique là, qu'on a peur de casser en échappant par terre. C'est massif, c'est bien rempli, qui sont de la couleur des joueurs. Parce qu'il y a un petit détail, moi j'aime beaucoup, je dois le dire, les standees du jeu de base, ils sont colorés, comme on le voit à l'endos ici, vraiment colorés, j'aime ça. Par contre, le seul élément qui va les différencier d'un joueur à l'autre, ce sont les bases. Rapidement, c'est difficile peut-être à identifier. Avec ça, facile d'identifier les différents personnages et aussi à qui ils appartiennent. C'est particulièrement utile dans un jeu de contrôle de territoire. Alors, jeu de base, tout à fait fonctionnel, et la boîte de luxe, si vous voulez tout simplement bonifier ou donner un look différent à votre jeu. On s'aventure maintenant vers des mers pratiquement inconnues. Je vous parle d'un jeu sur lequel je ne connais pas beaucoup de choses. Il s'agit de Cooper Island. Alors, Cooper Island, lorsqu'il est sorti en 2020, je crois, ou 2021, c'était une thématique là, pirate, sur des îles, gestion de ressources, placement de tuiles, des éléments qui m'aguichaient. Mais j'ai jamais finalement mis le grappin dessus. Entre autres parce que le mode solo n'est pas inclus dans la boîte, on doit passer par le site de l'éditeur. Je me disais, un gros jeu comme ça, je vais probablement y jouer surtout en solo. Et finalement, avec le temps, les mois, les années même, je me suis dit, bon, allez, j'essaie quand même. Alors j'ai récupéré la boîte que je n'ai pas encore dépunché, justement, et c'est plutôt rare que je ne dépunche pas les jeux lorsque je les reçois. Alors ici, j'ai pas trop de choses à vous dire. Ce que je sais par contre, c'est que tous les joueurs vont avoir leur île personnelle qu'ils vont pouvoir développer en cours de partie grâce à un mécanisme de placement de tuiles. Donc, placement de tuiles, on prend des tuiles et on va les placer sur notre plateau. Par contre, la petite twist, c'est que ces tuiles vont pouvoir être juxtaposées de façon côte à côte, les unes à côté des autres, mais également les unes sur les autres, pour les empiler. Et ça va donner un aspect tridimensionnel à notre île. Mais pas seulement pour le look, c'est parce qu'on a également un mécanisme de production de ressources qui va dépendre de la hauteur ou de l'épaisseur de nos différents terrains. Plus un terrain sera élevé, plus il va pouvoir produire des ressources. Mais rapidement, on va se retrouver avec de moins en moins d'espace exploitable. En tout cas, ça a l'air bien intéressant comme mécanisme là, de jumeler le placement de tuiles avec la production et la gestion de ressources. Je connais pas beaucoup d'autres choses là-dessus. Je sais que c'est un jeu qui, est-ce que je vous l'avais dit, qui est pour 1 à 4 joueurs et qui a des durées quand même là, qui vont dépasser les 2 heures. Est-ce que j'aurai la chance de trouver une âme charitable pour accepter d'y jouer avec moi? Si oui, posez votre candidature dans les commentaires. Parmi les jeux dont je vous parle aujourd'hui, il y en a 2 qui sont particulièrement lourds. Et quand je parle de lourd, je ne parle pas nécessairement de complexité, je parle d'une boîte qui est vraiment très lourde, qui contient plein de matériel. Et la première dont je vous parle, c'est Now or Never. Now or Never est la finalité de la trilogie de Ryan Laukat qui avait commencé avec Above and Below, qui a enchaîné avec Near and Far et qui termine avec Now or Never. Et cette boîte, franchement, est lourde. J'ai peur de me l'échapper sur l'orteil, honnêtement. Alors, j'ai pas dépunché le jeu encore, donc il y a beaucoup de feuilles de carton à l'intérieur, c'est certain. Et j'ai pas encore exploré les règles. J'ai zioté ce que le jeu proposait, mais je ne serai pas la personne la plus efficace aujourd'hui pour vous donner le goût ou non. Peut-être que je vais piquer votre curiosité, mais bon. Alors, dans Now or Never, premièrement, vous devez savoir qu'on a 2 modes de jeu. Un mode de jeu standard et un mode de jeu histoire ou campagne. Dans le mode campagne, vous allez avoir 6 scénarios différents, 6 histoires différentes, et chaque personnage qui est asymétrique dans ce jeu va avoir
sa propre trame aussi, son propre backstory. Alors ça, c'est intéressant. 6 scénarios et chaque personnage qui est déjà asymétrique va avoir sa propre trame. Alors ça peut redonner une rejouabilité, je crois, intéressante. Mais on a le mode standard qui va balayer complètement le mode histoire, alors pas de scénario et de livret avec de la narration, et qui va tout simplement mettre l'accent sur les mécanismes de jeu. Donc, dans ce jeu, vous allez incarner l'un des personnages, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, si je ne m'abuse, 1 à 4 joueurs, effectivement, un des 4 personnages asymétriques, et vous allez, à votre tour, avoir 2 actions principales. Vous allez pouvoir activer l'un de vos... il y a des personnages... j'oublie complètement le nom, là. C'est des personnages importants, là. C'est pas des ouvriers, là, mais en tout cas, vous allez pouvoir activer l'un de ces personnages-là, ou vous allez pouvoir prendre votre personnage et le déplacer sur le plateau. Un peu comme on connaît justement à la Above and Below et Near and Far. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en début de partie, vous allez récupérer, et en cours de partie également, des quêtes. Des quêtes qui vont pouvoir être résolues de différentes façons et dans différents lieux. Donc, vous devrez choisir vos quêtes selon les endroits que vous prévoyez visiter en cours de partie. Vous allez devoir vous déplacer. Et lorsque vous arrivez dans un endroit, eh bien, vous allez pouvoir interagir avec celui-ci. Interagir avec les personnages qui s'y trouvent, avec les lieux, avec les missions que vous allez pouvoir y retrouver, ou même avec les ennemis. Donc, on a un système de combat également. Chaque personnage va avoir des aptitudes différentes. On va lancer un D4 et selon la face qu'on obtient, 1, 2, 3, 4, on va appliquer des effets différents. Et ces effets vont pouvoir être améliorés en cours de partie pour être plus efficaces. Et on va ajouter également à ça un mécanisme bien intéressant de construction de bâtiments. Alors on va avoir, je pense, 16 ou 20 bâtiments différents qui vont être formés sous une forme de grille. Et en début de partie ou en cours de partie, dès qu'on construit un bâtiment, on doit en choisir un qui est à l'extérieur du cadre de la grille. Et à partir de ce moment, on peut seulement construire les bâtiments qui sont adjacents au trou qu'on vient de former. Alors ça forme une espèce de tech tree ou de piste de construction de bâtiments qui, selon moi, est très prometteuse. Par contre, un gros point, pas négatif, mais qui ne plaira pas à tout le monde, c'est qu'on parle de parties excessivement longues. J'ai lu sur Internet des gens qui, dans des parties à 2 joueurs, parlent de 2 à 3 heures d'investissement. Et sur la boîte, on nous avertit plutôt 45 minutes par joueur. Alors, prenez-en note. Récemment, je vous ai également partagé la vidéo sur Encyclopédia, du moins son prototype. Alors, Encyclopédia est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui, au moment de publier cette vidéo, est ou sera, je ne sais pas encore à quelle date je vais publier cette vidéo, mais qui va être ou qui est sur Kickstarter à partir du 24 mars. Alors, si on est le 24 mars ou si on est avant, surveillez ça pour le 24 mars. Et si on est après le 24 mars, eh bien, sachez que c'est présentement sur Kickstarter ou peut-être que c'est fini aussi, là, si vous écoutez ça 2 ans plus tard, je ne sais pas. Il y en a des fois qui, dans le futur, vont reculer et écouter mes vieilles vidéos pour se moquer de moi, là. Alors, bon, bref, je reviens à ce qui est intéressant. Donc, Encyclopédia, un jeu que j'ai eu la chance de vous présenter, que j'ai eu la chance d'essayer également sous sa forme prototype. Aucune idée s'il y aura des éléments qui vont changer pour la campagne Kickstarter, ce sera à surveiller sur leur page. Mais ici, en fait, si vous voulez vraiment un aperçu, allez voir ma vidéo de présentation en 5 minutes. En 5 minutes, vous allez avoir toutes les informations pertinentes pour savoir comment jouer. Vraiment une vidéo très efficace. En fait, ici, on va avoir du draft de dés. Par contre, la twist, c'est que lorsque, en début de manche, je récupère 4 dés ou 5, selon différentes circonstances, je dois les placer sur mon plateau personnel. Et lorsque c'est mon tour, je dois choisir l'un des dés et effectuer une action avec celui-ci. Par contre, je peux choisir l'un de mes dés. Si je fais ça, rien de spécial ne se passe. Ou alors, je peux choisir n'importe quel dé de mes adversaires. Les dés qu'on pioche ne sont pas à nous. Ils sont offerts à n'importe qui. Par contre,
du moment que je choisis l'un de TD ou de TD ou de TD, je vais te donner ou vous donner les bénéfices qui sont liés à l'emplacement où tu as décidé de placer ce dé sur ton plateau. Ça peut être des pièces d'argent, ça peut être de la réputation, ça peut être même des points de victoire. Alors parfois, on veut vraiment un dé d'une certaine valeur qu'on n'a pas devant nous, on est contraint ou on est tenté d'aller le récupérer sur un plateau d'un autre joueur, ou parfois ça peut être un dé d'une couleur précise qu'on a absolument besoin ou qui serait vraiment utile pour nous. Et ajoutez à ça plusieurs actions possibles qui vont surtout vous permettre de préparer une expédition pour rédiger la toute première encyclopédie. Donc vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage sur les différentes espèces splendides et étonnantes qui vivent sur notre planète. Alors, allez voir ma vidéo de 5 minutes seulement si vous voulez en savoir un peu plus sur les mécanismes de jeu. Puisqu'on parle de prototype, j'ai aussi reçu Oak qui, au moment de filmer cette vidéo, est sur GameFound présentement. Le dernier jeu ou le prochain jeu de nos amis chez Game Brewer. Oak est un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, mais où les ouvriers vont pouvoir être améliorés en cours de partie. Chaque joueur va avoir 6, je crois, équipements différents. Et s'ils le désirent, en cours de partie, ils pourront améliorer leur druide pour leur donner des pouvoirs uniques qui vont être dictés selon l'équipement qu'on choisit. Par exemple, on va avoir un équipement qui va nous permettre de jouer sur les mêmes cases qui sont déjà occupées par les autres joueurs plus facilement. On va avoir un équipement qui va nous permettre de infuser des potions en ayant besoin d'utiliser moins d'ingrédients. Donc, beaucoup de possibilités, ne serait-ce que dans la personnalisation des ouvriers, mais on a en plus une panoplie incroyable d'actions possibles. À votre tour, vous allez choisir une carte de votre main, à peu près, là, et vous allez la mettre en jeu, et vous allez choisir l'une des 4 actions qui s'y trouvent. Mais vous allez avoir en début de partie 6 cartes en main, qui chacune de ces cartes ont aussi 4 actions différentes. Et en cours de partie, vous allez pouvoir débloquer jusqu'à 3 cartes supplémentaires qui ont aussi 4 actions différentes. Mais en plus, vous allez avoir des actions spéciales qui vont se retrouver sur votre plateau personnel, qui est asymétrique, ou sur le plateau principal. Vous allez avoir une tonne de possibilités, plein de choses à gérer pour marquer le plus de points de victoire. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre davantage, je vous ai proposé une vidéo en 5 minutes et vous allez pouvoir trouver les informations complémentaires sur la page GameFound. Si vous avez écouté mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète, vous savez que dans mon top 10 se retrouve l'excellent Maracaibo, qu'on voit juste ici, je crois. Et bien récemment, il y a une extension qui est sortie pour cet excellent jeu et je n'avais pas le choix de sauter dessus. C'est l'extension The Uprising, qui pour l'instant, je crois, n'existe qu'en anglais. Mais je crois que nos amis chez Super Meeple devraient s'occuper de la traduction. Je ne sais pas si c'est confirmé, mais je croise les doigts, je leur fais confiance. On les aime beaucoup. On aime beaucoup ce qu'ils font. Alors, Maracaibo, déjà un jeu exceptionnel, d'Alexander Pfister, évidemment. Dans l'extension Uprising, on va ajouter des modules qu'on va pouvoir ajouter ou non, selon l'expérience de jeu qu'on désire avoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va améliorer quelques éléments de jeu. Par exemple, les plateaux de jeu du jeu de base vont être remplacés, les plateaux personnels vont être remplacés par des plateaux un peu plus larges et avec un double fond. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir insérer nos cubes et nos petits disques à l'intérieur sans avoir peur de toujours les accrocher et qu'ils tombent partout. Ça va faciliter la tâche. Mais en plus, il y a une autre utilité, c'est que selon les modules qu'on va décider d'utiliser ou non, on aura des tuiles à insérer dans certains emplacements qui sont creusés, qui sont creux. Alors ça, c'est à prendre en considération. On va ajouter à ça un nouveau mode solo. On a un nouveau automa. On va avoir différentes façons de gérer aussi Jean, qui était notre adversaire dans le jeu de base, qui va se jouer maintenant de façon différente. On aura Jacques ici, qui va être un nouveau automa, qui va être utilisé pour différents modes également. On va avoir une nouvelle histoire, aussi une nouvelle campagne. Si vous décidez de... Parce que dans Maracaibo, et c'est ce qui était si excellent,
on a la possibilité d'y jouer en mode scénario, c'est-à-dire qu'on choisit un scénario, on s'installe, on joue une partie, c'est terminé, ou en mode campagne, qui est une campagne Legacy, mais où rien n'est altéré, rien n'est brisé, qu'on peut facilement rejouer. C'est des tuiles tout simplement et des cartes qu'on va ajouter ou retirer de la partie. Alors on a une nouvelle campagne complète. On va avoir des modes de jeu aussi coopératifs, donc 2 modes de jeu coopératifs où tous les joueurs vont travailler main dans la main pour essayer d'atteindre un objectif commun. Et il y a un 5e module qui m'échappe complètement, mais bref, 5 modules que vous allez pouvoir ajouter qui vont venir changer complètement votre expérience. Et je sais pas quoi dire sur la dernière boîte que je vous présente aujourd'hui. J'ai un léger malaise de vous parler d'une si grosse boîte qui m'a coûté autant d'argent et sur laquelle j'ai si peu d'informations à vous dire. Alors, j'aime bien les jeux de Awaken Realms en général. Bien que ce ne soit pas, selon moi, les meilleurs jeux qui existent, je suis toujours à la recherche de le jeu d'Awaken Realms qui va me faire vibrer. J'avais beaucoup d'espoir sur Tainted Grail, qui m'a déçu, on va le dire ainsi, mais que j'ai aimé énormément tout de même. J'ai passé plus de 60 ou 70 heures dans l'univers de Tainted Grail, à travers 2 campagnes différentes. Et Nemesis aussi, qui je crois était d'Awaken Realms. Oui, je crois que c'était bien d'Awaken Realms, que j'aime énormément. Vraiment, probablement le meilleur jeu coopératif avec présence d'un traître. Mais un jeu que j'ai complètement loupé, c'est Aetherfields. Et je l'ai vu passer en vente usagée sur les réseaux sociaux et je me suis dit, pourquoi pas? Alors j'ai ouvert mon portefeuille et j'ai récupéré cette grosse boîte en version française du jeu de base, mais je devrais également recevoir la 2e vague avec tout ce qui n'était pas inclus dans le premier envoi. Donc, Aetherfields est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, un jeu d'exploration, un jeu narratif dans lequel on va, en fait, les décrire non pas comme un dungeon crawl, mais comme un dream crawl, un explorateur de rêves. On va arriver dans des rêves qui sont un peu comme des scénarios, des mises en scène, et on va avoir des casse-têtes, des énigmes, des choses à élucider ou à résoudre. Et on va ajouter à ça des masques aussi là, qui vont nous donner différents... Je ne sais plus si les masques c'est positif ou négatif. Alors, quand le jeu était en campagne de socio-financement, j'avais regardé beaucoup d'informations, des vidéos, j'avais pensé à ça, de le backer. Mais ça, on remonte quand même d'il y a, 2 ans, 3 ans peut-être. Je pense que ça fait au moins 3 ans qu'il était en campagne de socio-financement. Et ça m'était sorti de la tête complètement. Je m'étais dit, bon, ça y est, Aetherfields, je ne le posséderai jamais. Mais finalement, le destin en a décidé autrement. Alors, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous avez à me dire sur Aetherfields, parce que moi, j'ai vraiment hâte d'y jouer, mais je sais que c'est un jeu qui prend de la place. C'est un jeu qui demande un investissement. C'est pour ça, j'ai une petite table dans l'autre pièce à côté où je peux installer un jeu et le laisser mis en place pendant plusieurs jours, à moins que mon chat réussisse à y entrer et à tout renverser. C'est des choses qui arrivent, mais bon. Alors, laissez-moi vos opinions sur Aetherfields si vous avez eu l'occasion d'y jouer. J'ai entendu dire que les expériences de jeu sont nettement plus immersives et intéressantes à plusieurs joueurs. C'est la critique générale que j'ai lue jusqu'à présent. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait l'aventure ou qui plongent en ce moment dans l'aventure en solitaire? Je serais intéressé à vous lire parce que honnêtement, c'est probablement la configuration avec laquelle je vais pouvoir jouer le plus dans ce gros jeu. Là, j'ai mal au bras, par exemple. Alors voilà pour ce qui était de la présentation d'aujourd'hui. Comme vous le constatez,
En 3 semaines, il y en a des jeux qui rentrent ici, pratiquement un par jour. À tous les mois, je le répète, mais on commence à manquer de place, hein? Et alors c'est pour ça que récemment, j'ai décidé de me débarrasser de plusieurs jeux. C'est pour ça qu'on fait des tirages, pour ça qu'on va donner certains des jeux qu'on a reçus, qu'on a déjà testés ou qu'on s'est fait envoyer par des éditeurs en copie double. Une copie pour qu'on puisse vous la présenter et une copie pour qu'on puisse vous la redonner. Ça, c'est très généreux de la part des éditeurs qui font ça. On est super contents quand ils nous l'offrent. Alors, probablement qu'au courant du mois d'avril, on va mettre en place, Sylvain et moi, un concours. On veut récompenser des gens d'un peu partout, autant du Québec que de l'Europe. On veut récompenser des gens qui nous suivent sur YouTube ou sur Facebook de façon générale, mais on veut également récompenser ou donner des chances supplémentaires à ceux qui nous encouragent d'une façon particulière sur Patreon. Alors, si ça vous intéresse de nous soutenir de la sorte, je vous en ai parlé en début de vidéo, mais là, ça fait déjà 50 minutes. Ça se peut que vous ayez oublié. Je vous le rappelle, vous pouvez nous encourager à continuer de produire du contenu comme celui-ci et courir la chance de remporter des prix qu'on va faire tirer. Là, au total, je crois qu'on a près d'une douzaine de jeux qu'on voudrait faire tirer dans les prochaines semaines. Alors, sachez que vous pouvez nous encourager en vous inscrivant ou en allant visiter notre page Patreon. Je pointe par là, mais je pense qu'elle va plutôt apparaître de l'autre côté. Alors bref, qui va apparaître d'un côté ou l'autre à l'écran. Ça nous fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui croient en nous et qui ont à cœur de nous encourager financièrement. Sinon, c'est sûr que tous vos commentaires, tous vos pouces vers le haut, tous vos abonnements, toutes vos références, tous les petits mots que vous nous dites lorsque vous nous croisez en magasin ou n'importe où, ça nous fait toujours plaisir dans des conventions, ça nous fait chaud au cœur. Alors on veut tout simplement vous remercier en retour, c'est la moindre des choses. Alors voilà pour ce qui était de la présentation d'aujourd'hui, 50 minutes pour une vingtaine de jeux. C'est raisonnable, me connaissant. Alors je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.